Si vous voulez que je réponde à vos questions, commencez vous-même par être honnête. Vous arrivez chez moi comme un représentant de la loi, un enquêteur officiel. Soit. Vous m'avez montré votre carte de policier. Je l'ai bien regardée, et déjà je relève une anomalie. Qu'est-ce qu'un officier de la capitale vient faire par ici? S'il ne s'agissait que de recueillir un témoignage, n'importe quel gendarme pourrait s'en charger. Mandé pour une affaire plus grave, et, qui sait, d'importance nationale, comment se fait-il que vous ne m'ayez pas présenté un ordre de mission? Voilà qui est troublant. En tout cas, vous n'êtes pas en état de m'intimider. Enfin, et de toute façon, quand je vous demande d'être honnête, je ne vous parle pas seulement de la loi, dont on sait quoi penser, mais de ce qui se passe entre deux hommes qui se parlent. Si vous espérez m'inquiéter, et pour tout dire me faire honte, notre échange va tourner court. Détacher de la capitale un enquêteur sur une vague affaire de voyeurisme en bord de mer, c'est tout à fait disproportionné, vous ne croyez pas? Et puis, d'homme à homme maintenant, de nous deux, qui est le voyeur, à votre avis? Parce que, figurez-vous, on vous a remarqué dans le pays. On vous a vu rôder. On vous a même donné un surnom, le petit homme gris, à cause de votre costume de ville. Peut-être que votre allure neutre vous permet de passer inaperçu dans les rues de la capitale, mais ici, sur la côte, personne ne s'habille de cette façon. Tenez, vos chaussures, rien que ça. Qui donc irait marcher sur les sentiers de la forêt et dans les sables des dunes avec des chaussures basses à lacets? Et votre veston, votre cravate, avec ce beau temps, un beau temps exceptionnel, si limpide, si chaud, très en avance sur la saison, voilà la première cause de toute l'aventure. C'est sans doute cette clémence du temps qui les a attirés sur la côte. Car eux aussi venaient de la ville. Même s'ils n'arboraient pas un accoutrement aussi ridicule que le vôtre, par toute leur conduite ils montraient qu'ils étaient des citadins. Ils étaient si discrets, si sauvages, si clandestins, pourrait-on dire, qu'on n'a décelé leur présence que lorsqu'ils ont eu besoin de renouveler leurs provisions. Alors que vous, on vous voyait de loin, si bien qu'on aurait pu croire que vous les aviez précédés. Je suis sûr pour ma part que vous les suiviez, les cherchiez peut-être dans la brume de vos incertitudes. Depuis la capitale, la route est longue. Vous avez dû passer bien des jours à les guetter, à scruter leurs moindres faits et gestes, même les plus intimes. Quels qu'aient été vos motifs, officiels ou confidentiels, ne me dites pas que vous ne trouviez pas une certaine satisfaction. Je suis passé par là. Moi aussi je me suis laissé fasciner par l'intensité de leur vie de couple et l'évidence de leur nudité. Tout a commencé par le plus grand des hasards. J'aime la paix salubre des matins de grand ciel et le chant émerveillé des oiseaux au lever du jour. Je marche longuement à travers la forêt jusqu'à certaines mares écartées où l'effervescence de la vie est éclatante. Je reste là un moment, auprès de l'inquiétude enjouée des passereaux, puis je m'en reviens par la plage. Une grande paix plane sur les eaux encore somnolentes. Venant de la forêt, il me faut franchir le cordon des dunes. Je m'arrête sur la dernière crête pour reprendre mon souffle et embrasser du regard l'étendue du sable vierge. J'étais dans un de ces moments de plénitude, ce matin-là, quand mon œil a été arrêté par un détail insolite. La mer, sur son bord, jouait avec un objet étrange. Un flotteur arraché à sa nasse, un gros poisson échoué, un corps humain en détresse? La détresse, oui. Ce fut mon premier sentiment. Une impulsion a failli me précipiter sur la pente de la dune. Aussitôt, j'ai observé que, si elle était morte, cette femme n'avait plus besoin urgent d'être secourue. Si elle était vivante, elle ne paraissait pas en péril. Les rares mouvements de ses membres, de son corps tout entier, n'évoquaient en rien l'agitation désordonnée de qui se fût débattu dans les affres de la noyade. Nulle panique, au contraire, la lente indolence des gestes de faible amplitude afin de rendre plus complet un flasque et complaisant abandon au remous du flux de mortaux. La marée basse découvrait loin la grève, et pour se vautrer ainsi dans l'ultime frange d'écume et d'algues et s'y laisser rouler par l'eau paresseuse, la femme n'était guère perceptible qu'à la manière d'une épave indistincte. Aussi pouvais-je m'étonner non seulement de l'avoir remarquée, mais encore d'avoir identifié un corps humain, celui d'une femme, et de sentir battre mon cœur dans la certitude qu'elle était toute nue. J'allais céder à la tentation de m'approcher quand j'ai vu l'homme debout sur le sable sec. Nu lui aussi, il marchait à grands pas vers elle.
Sans doute était-il jusqu'alors étendu au fond d'un de ces trous que les baigneurs creusent pour s'abriter du vent. Il avait dû la suivre des yeux tandis qu'elle s'éloignait. Il avait surgi à bout de patience. Il n'était certainement pas, comme moi, un promeneur qui passait par là par hasard. Quand il fut près d'elle à la toucher, elle n'ébaucha aucun geste de défense, pas même de simple pudeur. Elle était sur le dos, cuisse levée, large ouverte. Un moment, il demeura immobile au-dessus d'elle. Puis, très lentement, il s'est penché sur ce corps offert comme pour fouiller dans le varech détrempé dont il se servait pour masser la chair et même la tourmenter. Bientôt il fut à genoux, bousculant la jeune femme consentante et de toutes parts soumise à ses mains prédatrices. Elle roulait et tournait sur elle-même comme un lit pour qu'il pût lui pétrir les reins et les fesses qu'elle relevait, pour qu'enfin il la prît dans le soudain ralentissement du temps. Et leur étreinte dura sous les cris exaspérés des mouettes. Dans mon état de fascination, j'avais si bien suivi le premier mouvement de l'homme que je me trouvais agenouillé dans chaque main, étreignant une poignée de sable. La pensée m'est venue alors de me dissimuler, et j'ai su que je continuerais de les observer tant qu'ils séjourneraient dans les parages. Pour l'heure, ils se détachaient l'un de l'autre. L'homme se redressait et marchait vers le large en tirant derrière lui la jeune femme dont le corps ondulait sur l'eau. Quand il en eut jusqu'à la taille, elle fut devant lui comme sur un lit où il pouvait la caresser de toutes parts. Finalement, l'impatience le prit. Elle s'agita et ils se mirent à batifoler et à s'asperger comme des enfants pendant un long moment avant de revenir enlacés et chancelant vers le sable sec. Alors je suis rentré chez moi. J'ai passé la journée dans une hébétude heureuse. Il y a longtemps que j'aime profondément ce pays où je suis revenu me fixer dès que j'ai pu prendre ma retraite. Or ce jour-là, comme jamais, il me semblait que l'orbe du ciel, pour me désigner, ramenait sur moi sa clôture limpide et poussait vers moi ce rivage frémissant, ses dunes friables et sensuelles et cette frange forestière bouillonnante de son ombre féconde, pour que me soient offerts les joies d'un lieu auquel j'appartenais intimement. Sur toute la surface de mon corps, j'éprouvais la densité de l'air qui m'enveloppait de sa bienveillance inlassable. J'étais l'élu de la terre dont je recueillais toutes les beautés, tandis que repassaient à travers ma pensée songeuse les ébats de ce couple partageant toute la grâce de l'enfance revenue intacte. Le lendemain, je me suis mis en quête. Ce qui me frappe, maintenant que je vous en parle, si peu de temps après le déroulement des faits, c'est un singulier contraste entre mes sentiments. Je vivais dans une enclave contemplative au sein de laquelle mes déplacements, mes gestes s'enchaînaient avec une lenteur harmonieuse. Porteur d'une certitude hallucinée, du pas serein d'un somnambule, j'allais d'une coïncidence à une autre. Le bonheur était inéluctable. Hors de la situation désormais, comme si par mégarde je sortais d'un rêve, je suis proprement effaré de la brièveté de cet épisode. À peine quelques jours en regard desquels la longueur de ma vie ne fut qu'une opiniâtre et grise attente meublée de vacuité. Ainsi, dès le premier matin, du moment que je chaussais mes brodequins, il ne me fallut pas 2 heures pour savoir dans quel jeu je venais de m'engager. Le ciel était déjà si bleu et si vaste que la folle joie des oiseaux s'épuisait en tri ultime. La sombre écume de la forêt par places s'échancre d'arènes nues. Là est mort et s'est défait un arbre de haute essence qui n'a laissé de son ombre qu'un sol appauvri. Sans y avoir réfléchi, guidé peut-être par une senteur ténue, j'allais vers un de ces lagons qu'enchevêtrement de chênes rouvres disputait à l'exubérance des ronces, et, rampant sur les genoux et les coudes, je me glissais lentement sous le hallier. J'ai senti une odeur de résine et de poussière amère bien avant de pouvoir embrasser du regard l'étroite clairière. Entre 4 branches difformes, ils avaient tendu une toile grossière à l'ombre de laquelle ils avaient posé leurs sacs. Des couvertures froissées couvraient le sol. L'homme était assis dessus et regardait s'agiter sa compagne. Elle allait et venait autour d'un petit foyer qu'ils avaient pris la précaution de nicher dans un trou pour ne pas risquer la dispersion des braises. Très vite je fus gagné par la certitude que la jeune femme avait éventé ma présence, tout comme si dès la veille eût été prise avec moi un rendez-vous, et je fus émerveillé qu'elle en eût elle-même une confiance telle qu'ayant aperçu ma silhouette au sommet de la dune, elle fut sûre de mon désir de la revoir, sûre que j'entrerais dans ses vues.
Il fallait qu'elle fût forte de cette conviction pour que sa conduite fût à ce point exempte d'affectation et qu'elle pût m'adresser, autant qu'à son compagnon, des gestes familiers auxquels leur mise en spectacle n'ôtait rien de leur grâce et, oserais-je dire, de leur innocence. Malgré une température encore fraîche le matin, elle portait pour tout vêtement une sorte de blouse paysanne de toile raide, serrée à la taille par une tresse de cuir. Cette ceinture faisait gonfler la blouse autour du buste et, au-dessous de la taille, resserrait l'étoffe en un court feston qui déployait au sommet des hanches une brève corolle. Si elle se penchait vers la marmite posée sur le feu, tantôt à son amant assis en tailleur sous la toile de tente, tantôt à moi, tapis sous les basses branches, elle montrait ses fesses en leur plein épanouissement, et même, les pieds bien distants, elle gardait les jambes bien tendues, afin que le regard pût plonger au creux de la raie médiane jusqu'à sa ponctuation intime. Elle exécutait la figure d'un ballet dans lequel, avec une belle régularité, elle reprenait cette posture, tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre. Ainsi, ne pouvais-je ignorer que je n'étais pas le seul bénéficiaire de son exhibition réitérée, et, à l'évidence, il en allait de même pour son amant. Elle menait son jeu de manière si équitable qu'il y entrait une part de cruauté exaltante, un subtil pinceau de jalousie. Sans doute la situation était-elle scabreuse, peut-être même aurait-on pu qualifier d'obscènes les gesticulations mesurées de cette toute jeune femme. Pas un instant je n'ai éprouvé un tel sentiment. Il m'apparaissait qu'à l'évidence elle était dans le moment où l'amour requiert son plus large rayonnement. Au sable bruni des feuilles mortes, aux arbres étirant à la lumière les entrelacs de leurs rameaux et de leurs feuillages, au soupir de l'air transparent, à la tension limpide du ciel et à la terre entière, elle offrait l'éclat sauvage de sa chair mûrie de bonheur. Elle se livrait sans réserve au désir, venu intact de l'enfance, d'être aimée de tous et de tout. Ne pouvant plus tenir, comme si enfin les deux regards qu'elle sollicitait la mettaient hors d'elle, elle tomba à quatre pattes et, les reins tournés vers son amant, se mit à reculer. Il ne résista pas à cette provocation. Il s'empressa avec une impérieuse douceur. Elle avait le visage tourné vers moi et l'élevait, délivrée, dans la lumière. Je devais voir. Et ses paupières se sont abaissées, répandant en elle le calme vertigineux de la nuit. Elle contemplait l'obscur fléchissement de sa propre chair lentement élargie par la pénétration attendue. À la fin, elle acclamait longuement le bienheureux déchirement où elle se perdait et se trouvait en même temps. Dans ce moment, et sans qu'en fût jamais formulé aucun terme, le pacte entre nous était noué. J'étais désormais le miroir vivant et ému dans l'eau duquel leur était donné de contempler le mystère de leur union, et tel suis-je demeuré, puisqu'à l'heure où je vous parle, je suis toujours ce miroitement. Ainsi a-t-elle voulu que je fusse. Elle menait le jeu. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien que sur le point de partager cette exaltante fascination, vous pouvez encore vous en défendre en vous remontrant que, pour jeune et gracieuse qu'elle parut, elle n'était peut-être qu'une petite perverse prise dans le voluptueux exercice de sa cruauté. Ce serait seulement oublier que nous produisons toujours plus que ce que nous promettent nos intentions. La jalousie qu'elle suscitait entre son amant et moi était, pour ainsi dire, noyée dans la turbulence de sa source. Nous n'en étions plus à rivaliser dans la séduction, ce qui, tout compte fait, n'est jamais qu'affaire d'homme. Nous étions dans l'accomplissement du fait, où elle rayonnait sans partage dans sa flagrante présence. À partir de là, ils furent emportés par la frénésie. Une énergie inlassable les poussait sans relâche à se conjoindre. La terre trouvait en eux un exutoire longtemps attendu et dressait devant leurs pas des décors suggestifs. Les arbres faisaient merveille. Leurs branches noires et convulsives mettaient à portée de main des fourches solides où la jeune femme suspendait tel un fruit bien mûr son corps dont elle écarquillait la commissure en prenant des jambes appuyées sur d'autres branches. Elle était comme une excroissance charnue dont l'aubier nu crevait l'écorce obscure, un languide événement de la nature offert sans conscience de soi, une aveugle poussée de sève, une trouvaille incongrue aux yeux de son amant. Parfois, suspendue par les bras, elle posait les jarrets sur les épaules de son compagnon, qui, l'empoignant aux fesses, longuement se désaltérait au creux de son ventre. D'autres fois, elle faisait mine de s'apeurer, et, bientôt pour de vrai, dans sa course emportée par la panique, le fuyait comme une bête timide. Sa nudité éperdue était un feu follet qui se propageait à travers la sauvagine et lançait entre les troncs des éclairs dorés. Lui se mettait en chasse et la coursait jusque dans quelque enclos où les ronces sans fin ne laissaient nulle issue. Fourvoyée, haletante,
Elle tombait sur les genoux et les coudes, creusant les reins, pour lui être tout offerte, et savourant l'incertitude de ne savoir par quelle voie il entrerait en elle. Même si la fougue me soulevait et m'emportait avec une énergie fiévreuse et inespérée, je ne suis plus tant sans faux de première jeunesse, et de tels épisodes mouvementés me coûtaient de rudes efforts. Quand elle courait ainsi, à perdre haleine, au hasard des sentes naturelles, songez que je devais la suivre à couvert, le souffle court, entravé dans les basses branches, la serrer par les ronches et trébuchant parmi les fougères. Et quand se dénouait l'étreinte dont il m'avait, non sans une extrême complaisance, montré toutes les féroces suavités, quand il s'effondrait haletant et laissait vaguer de l'un à l'autre les caresses de l'apaisement, moi aussi je me vautrais contre l'humus, et fort souvent il m'arrivait de céder au sommeil, dans l'ombre du bas buisson où m'avait conduit la dernière péripétie de notre jeu. Je tombais de fatigue. Au réveil, j'étais seul. Il y avait encore les nécessités quotidiennes. Tout comme eux, il me fallait bien me nourrir et prendre quelque soin de mon corps. Repos, alimentation, toilette, autant d'interruptions inéluctables auxquelles je devais consentir dans la mesure où il s'agissait des indispensables accessoires de la vie. Mais ces contraintes ne pouvaient en aucune façon donner un but, encore moins une valeur à cette vie que je n'éprouvais dans sa plénitude que si je me livrais sans réserve au jeu du désir tel que l'avait instauré cette singulière jeune femme. Je me souviens qu'un matin, d'assez bonne heure, dans les derniers temps de leur séjour sur la côte, comme j'allais vers leur campement, je ne sais par quel pressentiment appelé, je cessai de scruter le sol où portait mon pas et levai les yeux vers les branches qui surplombaient mon chemin. La jeune femme était là, au-dessus de moi, alanguissant presque à portée de ma main sa nudité couleur d'ambre dans la jeune lumière et m'offrant, suspendu dans une fourche comme un fruit, son cul, émerveillé de se tendre sans retenue au vide de l'air. Elle s'anima de lentes reptations de couleuvres et paresseusement rampa de la ramure où elle était enclose à celle de l'arbre voisin, et de là coula sur le sol où elle se mit à marcher avec une souveraine sérénité. J'étais pétrifié par un saisissement enchanteur. Je percevais peu à peu que je n'avais pas été envahi et subjugué d'une telle émotion depuis la plus lointaine enfance. J'étais soudain rendu à un état de présence au monde que j'avais au fil des âges renoncé à recouvrer et que je n'avais connu qu'à la faveur des jeux qui, par leur simulacre, m'apportaient des sentiments inconnus. Dans une volupté panique, toutes les fibres de mon être prenaient forme pour conduire le turbulent élan de la vie. Le cœur battant, je concevais en toute clarté que dans cette très indécente fantaisie, la jeune femme mystérieuse créait l'amour dans son infini chatoiement. Ma présence était requise pour que son corps fût perçu. Une dévotion ardente me transportait dans l'attente de toutes les péripéties dans lesquelles elle ferait de moi le miroir de son imagination exacerbée. Je savourais le désir qui s'élevait en moi en regard du sien. Mon initiation touchait à son terme. J'avais enfin rejoint ma propre vie. 2 jours après cette révélation, je fus de bon matin sur la crête des dunes. La mer était pleine, et dans sa frange d'écume et de varechs mêlés, de courtes vagues lasses ressassaient leurs plis. La jeune femme y était étendue dans l'abandon d'une épave docile. Je n'eus que quelques pas à franchir pour être auprès d'elle, et quand mon ombre couvrit sa peau, elle m'offrit un regard qu'aveuglait une confiance sans bornes. Oscillante au jusant, elle amena ses genoux contre ses seins et écarta les cuisses dans le consentement d'un bivalve baigné par l'eau montante. Je suis tombé à genoux et suis venu en elle avec lenteur. Elle se cherchait en moi et son accueil me faisait trembler de joie. Je ne quittais pas des yeux les siens qu'alarmaient les profonds remous du plaisir partagé. À la cime de la vague ultime qui allait nous rompre sous le poids du bonheur, elle a tourné le visage vers le large. Ayant quitté le creux de la houle, la tête de son amant émergeait, et j'ai su qu'elle s'était offerte à lui autant qu'à moi. Puis je me suis laissé enfouir dans le naufrage que j'espérais. Une vague un peu plus forte m'a jeté épars sur le sable moite. Dans mon hébétude comblée, j'ai entendu leurs pas qui s'éloignaient de moi en froissant la plage. Le soleil, déjà haut, me cuisait. Je me suis redressé et j'ai rassemblé mes vêtements délaissés par la mer qui se retirait. Mes étoffes étaient raidies de sel. À moitié nu, je suis rentré chez moi pour tremper mon linge et me baigner moi-même dans l'eau claire. J'ai mangé. J'ai pris quelques repos. Assez tard dans l'après-midi, je suis allé voir le campement.
Je n'ai pas été étonné de constater qu'ils avaient plié bagages et même, autant que faire se pouvait, effacé les traces de leur séjour. Il ne m'avait laissé que la profondeur du souvenir au premier plan de quoi se détachait la resplendissante figure de la jeune fille qui, avec une audace folle et une ténacité non moindre, avait mené le jeu. À toute force, elle se voulait l'éclatant objet d'une passion dans l'acceptation la plus complète de ce terme. Or vous survenez et par vos questions me contraignez à recomposer ma mémoire afin de faire place à cet homme qui semblait n'être là que pour se soumettre aux caprices de sa jeune compagne. À son évocation, ma pensée se creuse d'un vide. La frénésie avec laquelle il l'étreignait montrait assez combien il était subjugué par les charmes de sa féminité. J'ai pu me figurer pendant un temps que le jeu scabreux dans lequel elle était parvenue à m'impliquer autant que lui, au moins par moments, n'était que pour lui la source trouble de son excitation, en même temps que le prix cruel à payer pour atteindre des abîmes de volupté. Cette interprétation, si limpide, si vraisemblable, est trop belle pour être vraie. Elle trace à grands traits un schéma qui, loin de la préciser, trouble l'image que j'ai gardée de lui. Il n'émanait de sa présence ni l'agressivité, pas même de l'impatience. La physionomie de cet homme n'offrait aucun caractère exotique, et quant aux bribes de conversation que j'ai pu capter à proximité du couple, il parlait notre langue sans aucun accent. Or, de ma vie, aucun homme ne m'a fait une impression aussi singulière, pour ne pas dire aberrante. Celle d'un extrême étranger, ignorant tout de nos usages comme des principes qui, à notre insu le plus souvent, informent notre conduite. Par quelle sanglante convulsion sociale avait-il été exilé d'une civilisation très lointaine et désormais abolie? Avait-il vécu un événement personnel qui l'eût à ce point détruit, qui l'eût été obligé de se construire dans des tâtonnements aveugles? Je ne sais. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que vous n'éluciderez jamais l'énigme de cet homme qui ignorait tout élan de rivalité. Un tel défaut ne laisse aucune prise à notre pensée.